Double actualité éditoriale pour notre invité de 12h55. Aujourd'hui, le paléo-anthropologue Pascal Pic, maître de conférence au Collège de France. D'abord, une préhistoire des rapports entre hommes et femmes. Dans Et l'évolution créa la femme, qui paraît chez Odile Jacob, il interroge la place des femmes avant le début de l'histoire, avant le temps des cités, des États et des civilisations. Était-elle déjà assujettie ? Y a-t-il une origine de la violence des hommes sur les femmes ? Héritage ou effet de l'évolution ? On y revient dans quelques instants. Car en parallèle, paraît un appel à faire front contre la pandémie dans un livre publié aux éditions de l'Aube, S'adapter ou périr, un dialogue avec Denis Lafay. Bonjour à vous Pascal Pic. Bonjour. Et dans ce dialogue, vous réfléchissez à ce qui se passe, ce qui se joue actuellement pour nous et pour notre humanité. Est-ce qu'on n'a pas vu avec l'arrivée de cette pandémie, de ce virus, que la coévolution, finalement, avec les autres formes du vivant, aussi microscopiques soient-elles, est quand même assez fragile ? Alors, elle n'est pas fragile, elle est normale. En définitive, je vais être un peu brutal parce qu'on a entendu les chiffres de la crise du Covid et ça ne va pas s'arrêter malheureusement. C'est qu'en définitive, nous retrouvons une situation qui est toujours celle de l'évolution. Moi, je suis un baby-boomer et donc je fais partie d'une génération pour les pays occidentaux ou occidentalisés qui ont connu un progrès comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et derrière cela, on avait complètement oublié que, je dirais pas la nature, parce que c'est un petit peu compliqué, mais que des facteurs contingents pouvaient complètement enrayer cette soi-disant euphorie qui était nos civilisations. Rendez-vous compte, après la chute du mur de Berlin, Francis Fukuyama écrit ça y est, c'est la fin de l'histoire. Non pas que les événements vont s'arrêter, mais que nous sommes arrivés par défaut, d'une certaine manière, au meilleur système économique mondial, donc le libre-échange, la démocratie à la clé, que le monde va se mettre au diapason. Et puis cette mondialisation heureuse, comme on l'a appelé, ça c'était Pascal Lamy, a permis néanmoins de sortir 1,5 milliard de personnes de la pauvreté, comme vous le savez. Il y a des aspects négatifs, bien évidemment. Et puis, il y a eu H1N1. H1N1 qui déboule comme ça, vous savez, on avait beaucoup polémiqué sur l'ampleur de la réaction en France pour la vaccination. Et H1N1, c'est quand même la souche de la grippe espagnole. Donc, il y avait quand même de quoi s'inquiéter. Et puis, c'est avéré que ce virus était beaucoup moins virulent qu'il ne l'était. Donc, vous mettez tout ça en même temps. Plus d'un demi-siècle d'une évolution comme jamais. L'autre système économique, philosophique, politique, qui a l'air de dominer. Mondialisation, tout le monde va se mettre au diapason. Puis après tout, les virus ne sont pas aussi graves qu'on l'imaginait. Donc, on a complètement levé notre vigilance et on croyait que nous étions complètement dégagés de ces affaires-là. Cependant, nous autres, les évolutionnistes, c'est plutôt l'inverse. Nous sommes pas du genre pessimiste, mais nous étonnions qu'une telle pandémie n'arrive pas plus tôt parce que toutes les conditions étaient réunies depuis une quinzaine d'années. Avec les flux de tourisme, on a vu l'impact du tourisme sur la planète, dans les villes qui n'en peuvent plus. Alors, on comprend bien que tout le monde a le droit d'aller voir dans le monde ces beautés du monde, mais tout ça était là. Et manifestement, on a vu la réaction au départ. C'est une grippette, c'est pas aussi sérieux que cela, on l'a pas pris au sérieux. Donc on avait complètement perdu cette idée que l'humanité était encore complètement dans des écosystèmes, même au niveau planétaire. Néanmoins, il y avait des avertissements, la détérioration des écosystèmes et de la biodiversité, des biodiversités. Ça, quand même, on en parle beaucoup. Les changements climatiques. Et puis, pour terminer, on a oublié une des grandes règles de l'évolution. Si on demande aux personnes pourquoi le monde change, pourquoi il y a évolution, pourquoi il faut s'adapter, la première idée, oui, il y a des catastrophes naturelles, genre météorites ou volcanisme. On a un petit peu oublié ce truc-là. Bon, c'est Jurassic Park. On sait que ça peut arriver, mais bon, voilà. Ensuite, on a quand même un peu compris qu'il y avait des écosystèmes, notamment dans les villes, ça va pas très bien avec les pollutions, etc. Mais bon, voilà, c'est pas l'urgence absolue, malgré que les chiffres soient quand même assez alarmants. Je rappelle que depuis 4 ans, l'OMS nous le dit, les pollutions sont les premières causes de mortalité dans le monde. Et puis, l'autre raison que personne ne veut entendre, c'est le succès. Le succès. Ah oui, tiens, bon. Pourquoi le succès ? Eh bien, plus vous avez de succès, notamment démographique,
plus vous changez l'environnement dans lequel vous avez eu du succès, et plus donc vous devrez vous adapter aux conséquences de votre succès. Et tout ça a convergé d'un seul coup, là, depuis quelques années, et un petit virus, malheureusement avec ses effets encore non contrôlés, est venu donc ce qu'on appelle une cristallisation en physique. Cristallisation, c'est quand vous avez un petit facteur qui fait changer complètement d'état le système dans lequel on était. Le brouillard, par exemple, c'est ça. Et donc là, le Covid-19, en soi, c'est une cristallisation qui, d'un seul coup, a fait que nos économies, nos sociétés, à l'échelle mondiale, ont connu quelque chose auquel on n'était pas préparé. Et faire front, ça veut dire quoi? Il va falloir que nous comprenions qu'en étant une espèce qui a un tel impact sur la nature et sur nous-mêmes, évidemment, il va falloir que nous soyons beaucoup plus dans la capacité de nous adapter à ce qui est pas complètement de l'imprévu, Voilà, alors mais en tout cas de la contingence. s'adapter, c'est le mot C'est que ça. vous mettez en avant. Cristallisation, révélateur aussi Ouais. pour ce virus ou cette pandémie. Dans quel sens ce virus interroge-t-il pour vous notre modèle global ou plutôt la réponse qu'on devrait y Mm. apporter? Il faut s'adapter à quoi aujourd'hui, Pascal Pic? Aux conséquences de notre succès, comme je vous le disais. Mais ce qui est intéressant, c'est que en 2019, il y a eu des avancées très intéressantes dont on a assez peu parlé en France. Notamment, il y avait le forum de Davos, le World Economic Forum, qui fait de très belles études sur l'économie. On peut ne pas apprécier ou pas le forum de Davos, mais en tout cas, il y a des études sur l'économie qui sont très intéressantes. Et ce qui était ressorti, c'était l'idée d'écosystème. Et au mois d'août de l'année dernière, une grande organisation patronale américaine, le Business Roundtable de New York, avait sorti cette charte en disant « Attendez, notre business continue à aller bien, mais là, l'économie seule ne va pas suffire. Et si nous continuons à provoquer des inégalités sociales, on en parle beaucoup, les travaux de M. Piketty, mais il y en a d'autres bien sûr, et également la détérioration de l'environnement, il y avait une prise de conscience qui commençait à émerger en disant on peut avoir du succès, mais si on est dans un écosystème qui est en train de se dégrader, on va tous avoir des difficultés. Donc tout ça a émergé. Il y a eu le Green Deal, le pacte vert pour la Commission européenne. Il y a le grand engagement autour des technologies, comme vous le savez, des nouvelles technologies. Donc il y avait déjà des éléments, les constats sont faits, et il y avait l'amorce de nouvelles orientations. La Covid est arrivée là-dessus, et le vrai enjeu, ça va être quoi? Est-ce que nous allons comprendre et vraiment déployer tous ces aspects liés à ce qu'on appelle la responsabilité sociale, environnementale des entreprises et aussi des institutions, de tous les acteurs? Ou est-ce que, comme on l'a entendu aussi, ah ben non, attendez, on est en période de difficulté, on va limiter, quand même atténuer un peu les règles sur l'environnement, comme vous le savez, le MEDEF et l'APEC qui avaient soutenu une telle idée, ce qui n'était vraiment pas la chose à faire. Donc on est à la croisée des chemins, si je dois prendre cette expression. Aujourd'hui, c'est quoi la sélection naturelle? Est-ce qu'on va être capable de favoriser les solutions émergentes qui émergeaient, et pas encore suffisamment, ou est-ce que, sous prétexte de crise, on va se dire « Ah, on va attendre que ça se calme pour repartir un petit peu comme avant ». Et là, ce serait une grave erreur. Ouais, à ce mot s'adapter que vous employez, Pascal Pic, parce qu'il a quand même quelque chose un peu du compromis, du laisser-faire, s'adapter. Non. C'est comme ça aussi que l'entendait Barbara Stiegler, cette injonction permanente dans nos sociétés, Ah ouais, je connais. cette injonction politique aussi. Est-ce qu'il ne faut pas au contraire maintenant résister à ce nouvel impératif-là pour qu'advienne cette société évolutionnaire que vous défendez? Non, mais évolutionnaire, ça veut dire s'adapter. Le monde a changé. Si on ne s'adapte pas, on revient comme avant et ça va repartir. Donc, moi, je dois dire que je suis un petit peu hérité de cette tradition en France du monde intellectuel. Il suffit de dire qu'on est contre Darwin pour passer dans tous les médias. C'est un peu léger. Les théories de l'évolution, ça montre qu'il y a de l'environnement, il y a des diversités, il y a des espèces, il y a des écosystèmes. Et s'adapter, c'est pas, en fait, de se dire que quoi qu'il arrive, je dois changer parce que il y a une espèce d'injonction transcendantale ou immanente, qu'importe, qui nous oblige à changer pour changer. Non, ça, je suis entièrement d'accord. La changite aiguë, ce n'est pas bien. S'adapter, c'est tenir compte évidemment de tous les impératifs auxquels nous sommes confrontés, qui sont ceux aujourd'hui de l'économie, de la diversité sociale, des difficultés qui sont liées aux environnements, et de mettre en place les solutions qui permettront en effet de trouver de nouveaux, non pas équilibres, parce qu'il n'y a pas d'équilibre parfait dans la nature, ça n'existe jamais, parce que le monde change, et de mettre en place ces mécanismes qui permettent cela. D'ailleurs, on le voit, la Covid-19 nous apporte une leçon quand même. Si l'Europe a été gravement touchée, les chiffres viennent d'être donnés d'ailleurs dans le flash d'information, il est très clair que les pays dans lesquels il n'y a pas
de redistribution sociale et économique. Les pays dans lesquels il y avait un tissu économique qui était fragilisé avec beaucoup d'inégalités. Les pays dans lesquels, en effet, il n'y avait pas de loi sociale qui permettait effectivement de tempérer les effets des changements économiques. Ces pays, c'est l'Amérique du Nord, on en a parlé pour l'Amérique du Sud, la Bolivie, la Covid, le Brésil. Ces pays ne sont pas encore sortis. Leur situation s'aggrave, même si nous, on arrive à la deuxième vague, ça s'aggrave. Donc on s'aperçoit qu'il y a une leçon qui est très claire là-dessus. Si s'adapter au sens restrictif du terme, comme ça a été dit, dans un sens darwinien caricatural. Là, je souscris, c'est pas ça qui va se passer. Et si on fait comme ça va très très mal aller. S'adapter, c'est justement, nous sommes la seule espèce qui est capable de prendre conscience de cela. Et si l'Europe a pu tempérer jusqu'à présent, notamment en France, avec le chômage partiel, avec tout ce qui était lié évidemment au soutien auprès des personnes plus ou moins démunies. C'est pas parfait, c'est loin de là. Mais vous voyez que l'adaptation, ce n'est pas que rentrer dans cette logique néolibérale qui est tout à fait condamnable, à laquelle je ne souscris pas du tout, mais c'est une approche cohérente qui dit soyons capables de jouer à la fois sur les diversités, sur la manière de réduire les inégalités, d'avoir plus de solidarité et d'entraide, et à partir de là, nous sommes capables de nous adapter de la meilleure façon possible, et non pas une adaptation qui consiste à dire qu'il faut se soumettre qu'à l'OMS. Je suis un peu caricatural, mais il faut se soumettre aux lois du marché. Non, c'est pas ça, s'adapter. S'adapter, donc, c'est faire en sorte, comme j'ai dit, que tous les acteurs de la société, dont les entreprises d'ailleurs, sur les problématiques RSE, nous contribuent à créer un système beaucoup plus équilibré et qui entraîne beaucoup moins d'inégalités. Le monde change, dites-vous, Pascal Pic, et encore. Quelles sont les constantes? Quelles sont les grandes évolutions? Vous évoquiez les inégalités, on va en venir aux inégalités hommes-femmes, et des évolutions possibles dans ce domaine. Et l'évolution créée à la femme, ça semble être un autre sujet, mais vous y interrogez aussi certains de nos fondamentaux. Vous le dites vous-même, il est très compliqué aujourd'hui, voire impossible, en l'état des connaissances, de dire précisément ce qu'était la condition de la femme à la préhistoire. Il y a des hypothèses plus que des réponses? D'abord, l'approche de cette question-là, pour en avoir discuté avec une grande amie qui nous a quittés, Françoise Héritier, du côté de l'ethnographie des sciences humaines, elle arrive à remonter jusqu'aux limites du néolithique, donc ce qui fait à peu près 7 à 8 000 ans par rapport à aujourd'hui, et l'invention des agricultures. Et il y avait une énorme difficulté, c'est que après ça, il y avait deux approches, mais qui remontent au XVIIIe siècle. C'est le modèle de Rousseau, l'homme est bon, donc les femmes, évidemment, ça va bien. Quoique Rousseau est un peu ambigu sur la question des femmes. Et de l'autre côté, c'est Hobbes, donc ça remonte de violence. Donc on n'arrivait pas à dépasser ce mur non pas de l'ignorance, mais on ne savait pas comment aller plus loin. Parce que là, ce sont d'autres problématiques. Et ce livre regarde, d'une part, est-ce qu'il est courant que dans toutes les espèces de singes ou de grands singes, que les mâles soient coercitifs et violents vis-à-vis de leurs femelles. Ça, c'était une chose qui ne se fait pas en France. Ce sont les travaux anglo-saxons, malheureusement. Et là, il est sorti, justement, les problématiques de notre temps. L'anthropologie féministe a beaucoup contribué à faire évoluer notre discipline. Merci. Et donc là, il y a des colloques très récents qui touchent à cette question de la coercition masculine dans les différentes sociétés de singes et de grands singes. Et puis la deuxième partie, elle regarde un petit peu ce que l'on peut aujourd'hui, à partir des données disponibles, sur la fin de la préhistoire, donc quand Homo sapiens domine sur la Terre, donc nous, donc c'était vers 40 000 ans déjà, comment il y a des changements possibles ou pas quand les sociétés deviennent beaucoup plus complexes de chasseurs-collecteurs, et puis l'arrivée des agricultures. Donc il y a deux parties dans ce livre, et ce qui ressort de l'éthologie comparée, parce qu'il y a l'éthologie humaine, on est bien d'accord, c'est que notre espèce, en tout cas dans l'état actuel, ne ressort pas avec les honneurs, puisque nous sommes une espèce extraordinairement agressive vis-à-vis de ces femelles qu'on appelle les femmes, que cette coercition est aussi violente chez les chimpanzés, mais ça ne va pas jusqu'au meurtre, comme ça peut arriver chez nous, ou les viols, qui sont quand même fréquents chez nous. Les orang-outans sont assez violeurs, mais ce sont des jeux un peu compliqués, mais il n'y a pas de meurtre. Et puis, il y a quand même quelque chose qui ressort de cette étude, qui n'avait jamais été mise en évidence jusque-là, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme absolu en fonction de la lignée. Par exemple, est-ce qu'une lignée serait naturellement, entre guillemets, non coercitive ou coercitive ? Ou est-ce que l'environnement, bien sûr, si vous êtes dans un environnement de forêt assez protégé comme les bonobos, ou si vous êtes en savane avec des prédateurs qui rôdent, évidemment, ça
installe un régime de pression qui peut favoriser la violence au sein du groupe et vis-à-vis des femelles. Je donne 2 exemples rapidement. C'est des babouins madrias qui vivent dans des harems polygynes, donc un mâle et plusieurs femelles, qui, eux, sont très coercitifs. Ils kidnappent les femelles à peine pubères et franchement, ça cogne et ça fait mal. Il n'y a pas de meurtre, mais c'est pas très tendre. Et à côté, vous avez les babouins gelada. Donc, ce sont d'autres babouins qui sont très proches d'un point de vue phylogénétique, donc d'un point de vue de l'évolution, qui vivent, eux, également sur les hauts plateaux d'Éthiopie, où là, les femelles sont apparentées. Donc, c'est un harem aussi, hein. Mais les femelles sont apparentées et le mâle est toléré. Donc, vous voyez, vous avez quasiment la même lignée et le même environnement. Chez les macaques, vous avez les magos qui sont très connus, les macaques de Barbarie, où là, les femelles contrôlent l'agressivité des mâles et elles sont très attentives aux mâles qui sont très tolérants et même joueurs protecteurs avec leurs petits, même s'ils ne sont pas les pères. Et puis vous avez les macaques rhésus, qui eux sont de gros machos, là ça cogne, ça fait mal. Et on voit bien que chez les qu'est-ce qui se passe? C'est social, c'est pas génétique. C'est social, et nous, notre lignée évidemment, celle des chimpanzés et des bonobos, les autres chimpanzés, franchement il n'y aurait pas les bonobos, il faudrait les inventer d'une certaine manière. Et là il y a une particularité pour notre lignée quand même. C'est que nous sommes une lignée, c'est très rare, dans laquelle les mâles restent ensemble toute leur vie. Donc ils sont patrilocaux, et les femelles migrent à l'adolescence. Et c'est pareil pour toutes les sociétés humaines, à de rares exceptions près. Alors que la majorité des autres espèces, mais vraiment à 95%, c'est les femelles qui restent ensemble et les mâles qui migrent à l'adolescence. Et bien rien que dans notre lignée, nous sommes séparés vers 5 millions d'années, eh bien les chimpanzés ne sont pas plus proches de nous que les bonobos, d'un point de vue de l'évolution. Mais il se trouve que les chimpanzés sont très coercitifs, et les bonobos, alors que les femelles ne sont pas apparentées, les femelles contrôlent le pouvoir. En tout cas, il y a beaucoup plus d'égalité. Elles peuvent même dominer. Et là, c'est ce qu'on appelle une gynocratie. Ce n'est pas un matriarcat. Donc, on voit bien que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas accuser notre évolution, nos ancêtres, ou que l'environnement. Et d'ailleurs, on le sait bien aujourd'hui, pour revenir dans nos sociétés, les violences faites aux femmes, c'est tous les milieux sociaux. On est bien d'accord, malheureusement, et toutes les sociétés. Donc, il n'y a pas de fatalité ni génétique, pour prendre ce terme avec de gros guillemets, ni environnementale, et je dirais même économique par rapport à ça. Donc c'est vraiment des questions de culture et des questions donc d'anthropologie dans ces rapports entre les hommes et les femmes. Vous en êtes déjà à la morale de l'histoire, mais vous racontez quand même bien dans ce livre, où vous prenez le temps, et l'évolution créée à la femme, qu'aujourd'hui on est quand même encore beaucoup dans l'ordre des hypothèses, à essayer de comprendre comment ça se jouait, ça se passait avant. Néanmoins, elle est passionnante cette question, hein, celle de la logique biologique ou culturelle, nature-culture ou les deux. On s'est depuis longtemps posé ces questions-là sur un certain nombre de points. Vous la posez aujourd'hui sur la question des inégalités hommes-femmes, de la violence des hommes à l'égard des femmes. Il y a de plus en plus de femmes, archéologues, préhistoriennes, ethnologues aujourd'hui, et c'est aussi d'autres questionnements qui s'imposent, comme on a pu le voir encore récemment avec le dernier ouvrage, L'homme préhistorique est aussi une femme, de Marilène Patou-Matisse, qui était l'invitée des matins. Je vous invite à réécouter cette émission. La naissance de la femme, avec la première espèce vraiment humaine, vous la datez en gros à la période de l'Homo erectus, il y a environ 1,8 million d'années. Mais vous dites, Pascal Pic, que les préjugés ont encore la vie dure. Lors d'une projection du film Premier Homme en 2017, vous avez fait la tournée des académies et une même scène a interpellé assez régulièrement les élèves, voire certains enseignants, celle où un groupe d'Homo erectus était dirigé par une femme. Surprenant, on en écoute un extrait. Chez Erectus, le pouvoir n'est plus seulement l'apanage des mâles. Entre les hommes et les femmes, les différences de taille se sont amenuisées. La loi du plus fort a fait place au leadership des plus ingénieux. Dans ce clan, c'est une femme qui commande. Sa capacité à anticiper, son intelligence, son habileté politique ont fait d'elle le chef. Erectus a inventé une nouvelle société plus complexe. Chaque membre du clan a maintenant une mission qui lui est souvent dévolue selon ses talents. Certains sont doués pour tailler la pierre, d'autres pour découper la viande. Des fonctions sociales apparaissent pour tanner les peaux, construire des abris. La chef du clan doit arbitrer et rendre la justice. Le moment le plus important de la journée est celui du partage de la nourriture. Servir certains en premier, avec les meilleurs morceaux. Donner un peu plus à celui dont elle aura besoin prochainement. Savoir établir une hiérarchie et nourrir des alliances.
subtilité de la vie sociale. Ici se joue l'habileté politique. À en croire nos préjugés, la femme n'aurait jamais évolué, pour reprendre comme vous, Pascal Pic, le titre d'un essai de Sarah Hardaï. Là, on a toute une histoire de nos représentations biaisées depuis des années, des siècles. Et dans la réaction de ces élèves et de ces enseignants, pourquoi il semblait impossible qu'une femme dirige un groupe d'Homo erectus? Vous savez, au moment où ils posent la question, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ne s'étaient jamais posé la question. J'étais récemment au rendez-vous du livre d'histoire de Blois, devant des lycéens. Il y a des garçons qui sont venus me voir et d'un seul coup, ils étaient complètement bousculés parce que je leur racontais. Donc, ils n'étaient pas hostiles, mais d'un seul coup, pardonnez-moi, ils constataient qu'ils avaient été élevés, en tout cas, ils avaient vécu dans une représentation des femmes qu'ils n'avaient jamais questionnée. Et ce film, parce que franchement, on n'en sait rien, il y a dans ce passage... Franchement, on n'en sait rien, quoi? Pardon? Quand vous dites franchement, on n'en sait rien. Parce qu'on n'a pas les indices qui nous permettent de le voir. L'exemple, je reviens sur les bonobos et les chimpanzés, nous sommes la même lignée, et les deux ouvrent un espace des possibles, des relations sociales entre les mâles et les femelles. Il se trouve que la majorité des sociétés, ça c'est clair, que nous connaissons, sociétés humaines, sont plus coercitives, mais ce n'est pas le cas de toutes. Et puis il y a autre chose par rapport à ça, c'est que la préhistoire, les théories de l'évolution, les études sur l'évolution émergent en Europe au XIXe siècle. Le XIXe siècle est un des siècles les plus antagonistes sur le plan de l'antagonisme sexuel, avec une position des femmes dans la société en Occident qui est absolument terrifiante. Et on a mis les femmes au foyer, se disant que c'est leur nature, mais ça va questionner c'était quoi cette nature, et au nom de la raison, elles ont perdu après la Révolution française. Et donc tous les hommes, au moment où l'ethnographie se met en place, au moment où la paléanthropologie se met en place, où la préhistoire se met en place, etc., sont tous évidemment complètement éduqués dans cette vision de l'homme au travail, la femme à la maison, et on a projeté ça dans le passé, ce qu'on appelle de l'idéologie intégrée, et sur les techniques et les outils, les conséquences sont dramatiques aujourd'hui, parce que qui s'occupe du feu, qui s'occupe des outils pour traiter la nourriture? C'est beaucoup plus les femmes que les hommes. Et dès que vous avez une représentation sur la préhistoire, c'est toujours un homme. Je raconte cette histoire aussi. J'avais fait des livres illustrés pour les enfants sur la préhistoire. Et j'avais demandé à ce que ce soit une femme qui peigne Lascaux avec un homme. Alors j'ai eu l'homme et la femme. Sauf que c'est l'homme qui peint et la femme qui pile les pigments. Donc vous voyez, donc quand les petites filles voient ça, ça veut dire quoi? Eh bien, il se trouve que j'enseigne à l'école de guerre sur les violences avant l'invention de l'État. À l'école de guerre, donc en France, ils ont ouvert le recrutement pour les officiers supérieurs pour les femmes. Très vite, ils ont eu 15% de femmes. Après, ils n'arrivent pas à en avoir plus. Pourquoi? Parce que notre société... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et le café arrive pour essayer nos de le sociétés dissoudre. Perpétuent cette image que l'outil, les hommes, ce sont eux qui se chargent des relations extérieures ou pas, mais que les femmes sont toujours liées à cela dans l'économie de subsistance. Or, ça fait pas longtemps que ça a changé. Il faut attendre quasiment les années 50-60 pour que ça commence à changer. Les 30 Glorieuses, c'est ma génération ça, mais je n'en avais pas conscience à l'époque, c'était l'image de la femme épanouie dans le foyer grâce aux arts ménagers et les hommes qui étaient au travail avec la voiture et plus tard la télécommande de la télévision. Et donc, globalement, d'un seul coup, quand je fais un film comme celui-ci, sans dire que c'est les femmes qui commandaient, mais il n'y a aucune raison de penser que des femmes ne commandaient pas ces groupes, eh bien, toute l'archéologie, toute la préhistoire a été marquée par cette culture qui était extraordinairement machiste au XIXe siècle, qui s'est évidemment inscrite dans l'université, qui a été dans tous les manuels, etc., qui n'a jamais été requestionnée. Or, il se trouve que maintenant, toutes les données de l'archéologie préhistorique, vous parliez des travaux de ma collègue Marilène Patoumatis, elle a très bien dit, dès qu'on voyait une tombe avec des artefacts ou des armes, etc., on disait que c'était un homme. On ne s'était jamais posé la question que ça pouvait être une femme. Et globalement, il se trouve que mes disciplines, et que le contexte archéologique, c'est celui du Proche-Orient et de la Méditerranée et de l'Europe, qui sont là où il y a vraiment des sociétés très matriarcales. Et donc le schéma s'est renforcé lui-même. Mais maintenant, si on va voir en Asie, si on va voir dans les Amériques, si on va voir en Afrique, actuellement, il y a beaucoup plus de sociétés, alors je mets des guillemets, matriarcales, c'est-à-dire avec des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes qui sont radicalement différentes, avec matrilocalité, donc les femmes qui restent chez elles, là où sont nés, les hommes qui changent, matrilinéarité, donc des transmissions de statut hautes, par rapport à cela. Par exemple, le Code Napoléon a été vraiment ce qui a été le plus loin
dans la désappropriation des femmes sur leur nom, sur leur statut, sur leur héritage, etc. Donc tout ça a transgressé évidemment toutes les disciplines, enfin s'est retrouvé dans nos disciplines. Et donc comment j'arrive avec un livre comme celui-là, etc., je dis attendez, il y a certainement eu d'autres solutions, d'autres possibilités qui pour l'instant on a du mal à tester, mais on voit bien que par exemple sur le Proche-Orient et sur l'Europe, il y a eu d'autres sociétés qui étaient beaucoup plus équilibrées en termes de pouvoir, notamment entre le sud et le nord de l'Europe, dont nous sommes encore les héritiers. Donc ce n'est pas de dire non, les hommes ont tout faux, que les femmes ont gouverné tout le temps, et il y a eu toujours des sociétés plus égalitaires, d'autres moins égalitaires, mais que globalement, les recherches, l'enseignement et l'idéologie de la domination masculine ont fait pencher du côté des sociétés patriarcales, en considérant que les sociétés qui étaient autres, avec des pouvoirs plus équilibrés entre les enfants, c'était des anecdotes ou des accidents de l'histoire, ce qui n'est pas du tout vrai, bien évidemment. Vous disiez matriarcat avec des guillemets, Pascal Pic. On peut aussi se demander à partir de quand on peut commencer à employer et questionner le patriarcat. Hein. Cette question, elle est à l'origine de la société patriarcale, de l'origine de la société patriarcale. Elle est aussi assez ancienne dans le champ de l'anthropologie. Voilà comment parlait Claude Lévi-Strauss en 1957. Généralement, on a décrit sous le nom de matriarcat un état social très largement hypothétique où les femmes auraient exercé la totalité des pouvoirs qui sont aujourd'hui masculins. Un tel régime n'a jamais été observé. Nous pouvons faire certaines observations sur les grands singes anthropoïdes et nous dire que nos très lointains ancêtres ont dû avoir une organisation qui ressemblait plus ou moins à cela. Encore était-ce probablement des centaines de milliers d'années avant d'accéder à la condition proprement humaine. Et même quand nous regardons les grands singes anthropoïdes, nous sommes fort embarrassés parce que, selon les espèces, nous trouvons des régimes tout à fait différents. Et je crois qu'il est très important de souligner qu'en ce qui concerne la société contemporaine, prise dans sa dimension historique, eh bien, il est frappant que chez nous, comme partout ailleurs dans le monde, la notion de couple ne se dégage qu'à une période très récente, parce que le mariage a été pendant des siècles ou des millénaires conçu par l'humanité comme étant l'alliance de deux groupes, beaucoup plus tôt que l'alliance de deux individus. Voilà, l'alliance de deux groupes plutôt que celle de deux individus, nous dit Claude Lévi-Strauss en 1957. On en sait un peu plus aujourd'hui ? Les recherches ont avancé aussi sur cette question. Bien sûr, c'est tout l'objet de ce livre. En 1957, on ne connaissait pas vraiment les sociétés de singes ou de grands singes. Alors là, hommage à Claude Lévi-Strauss, alors c'est pas une école, mais en tout cas, on va le dire comme ça, au Collège de France, François Héritier, Pierre Bourdieu, il y a vraiment une école d'anthropologie. Alors j'associe également des personnes comme Maurice Godelier, qui a été très sensible à ces questions des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Donc c'est une rare école d'anthropologie qui s'intéressait et qui va voir un petit peu ce qui se passe chez les grands singes. Et aujourd'hui, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les sociétés sont plus trop, on ne savait pas à l'époque de Claude Lévi-Strauss, matrilocales, donc les femelles restent ensemble, on les appelle le sexe écologique, parce qu'elles ont besoin de rester ensemble pour contrôler les nourritures, faire des coalitions pour résister évidemment à la coercition des mâles. Et puis apprendre à être maman. Et puis il y a peu de sociétés patrilocales, comme je disais. Ce qui ressort de cette étude également, dans mon livre, c'est cette chose suivante. Il n'y a jamais de société patrilinéaire et patriarcale chez les singes. Pourquoi ? Parce que pour avoir une société patrilinéaire, donc transmission des statuts, du pouvoir entre les pères et les fils, il faut avoir une certitude de la paternité. Et ça, ils ne l'ont pas. Ils ont des indications, ils savent à peu près s'ils sont père ou pas père, mais les femelles arrivent à éluder cela. Et donc les seules sociétés qui sont patrilinéaires et patriarcales, ce sont des sociétés humaines, pas toutes, bien évidemment. Et là-dessus, Claude Lévi-Strauss avait été extrêmement attentif. Maintenant, j'ai toujours pas répondu à cette question, quand cela émerge-t-il ? On voit arriver entre 40 000 ans et 10 000 ans, donc la fin de la préhistoire, qu'on appelle le paléolithique supérieur, les sociétés de chasseurs-collecteurs, qui sont beaucoup plus différentes les unes des autres. Voilà, c'est la thèse courante, et vous le dites, c'est que le patriarcat aurait émergé avec l'agriculture. Alors, il y a des sociétés avec le pouvoir des mâles, c'est juste les chimpanzés, vous voyez. Par contre, il est très clair qu'elles s'affirment avec les agricultures. Mais néanmoins, et comme le montrent des travaux aujourd'hui du côté de l'anthropologie féministe, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que évidemment, elle est revendicatrice, mais regarde différemment les choses. Et c'est qu'en l'occurrence, des sociétés
où il y avait des équilibres de pouvoir plus entre les hommes et les femmes, ont existé même avec les inventions de l'agriculture. Ce qui ressort de ce livre, c'est que bien sûr, l'approche marxiste a été très importante sur la production des inégalités, les moyens de production, leur contrôle, leur redistribution, j'ai un rôle considérable évidemment en archéologie préhistorique. Mais qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison pour que les femmes n'aient pas pu contrôler plus ce pouvoir. Et ça a été la thèse, donc il n'a pas cité le nom, monsieur Claude Lévi-Strauss, mais c'est madame Gimbutas, Marja Gimbutas, qui avait évidemment été une protagoniste de l'idée qu'au néolithique, et peut-être la proto-histoire, donc là on arrive vers les civilisations, qu'il y avait des sociétés dominées par les femmes et matriarcales. Pour l'instant, il est vrai qu'on a bien cherché, on ne dit pas que c'est impossible, mais on n'a pas la preuve. Mais d'un autre côté, entre tout patriarcal et peut-être pour l'instant des incertitudes sur de vraies sociétés matriarcales, il y a tout un spectre des possibles énorme. Et il est très clair que les données archéologiques que je présente là, parce que là aussi ce regard est assez récent, comme celui de Marie-Hélène Patoumatis, c'est qu'en l'occurrence, Oui, vous montrez vraiment comment, dans ces 50 dernières années, en tout cas ce mythe de l'homme chasseur et tout un nombre de certitudes a été déconstruit. Mais il nous reste une minute. Oui. Si on sent qu'il y avait un équilibre avant, quand est-ce que tout ça a commencé à déraper, cette période de coercition? Non, il n'y a jamais eu d'équilibre avant. Il y a toujours eu, il faut penser en termes de diversité. Il y a toujours eu des populations, des sociétés plus ou moins égalitaires, mais ont émergé des sociétés de plus en plus inégalitaires qui vont dominer sur les autres. Mais il y a toujours eu d'autres solutions existantes et potentielles par rapport à cela. Et très clairement, l'homme le chasseur, effectivement, c'était le modèle des 30 Glorieuses qu'on avait projeté dans le passé par rapport à ça. Donc aujourd'hui, avec tous les bouleversements que nous connaissons sur la famille, sur la paternité, les formes de reproduction, etc. Nous sommes dans une période certainement nouvelle dans laquelle, évidemment, tous ces enjeux vont certainement changer par rapport à cela. C'est-à-dire que tout ce qui a permis d'asseoir le pouvoir donc masculin, notamment sous forme de patriarcat, est en train aujourd'hui d'être bousculé d'un point de vue anthropologique et nous sommes certainement à l'aube de nouvelles sociétés. Et ce n'est pas pour rien, semble-t-il, qu'aujourd'hui nous ayons autant d'essais, de publications qui ne sont pas notre regard, mais des regards certainement beaucoup plus complets, beaucoup plus anthropologiques, beaucoup plus scientifiques sur ces questions-là. Voilà, la femme et l'avenir de l'homme, chantait Jean Ferrat à la suite d'Aragon. Mais qu'en est-il de son passé ou même de sa préhistoire et l'évolution créée à la femme? C'est un état des lieux, des connaissances aussi, des données actuelles. Ce sont des intuitions, les vôtres, des hypothèses. Et c'est passionnant. Donc le sujet est loin d'être clos et les recherches vont continuer. Merci beaucoup à vous, Pascal Pic, et l'évolution créée à la femme. Cet ouvrage vient de paraître chez Odile Jacob et je rappelle le titre de la conversation avec Denis Lafay que vous avez menée, S'adapter ou périr, c'est aux éditions de l'Aube. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui va vous accompagner toute cette semaine, c'est-à-dire à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table Culture. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très précieuse à la réalisation aujourd'hui. C'était Thomas Beau avec Souad Boukorsa. Demain, dans la Grande Table Culture, ce sera le réalisateur cinéaste Jonathan Nociter. Et dans la seconde partie de l'émission, la juriste, professeure au Collège de France, une consoeur à vous, Pascal Pic, Mireille Delmas-Marty, qui nous rejoindra pour penser le droit en temps de crise, le droit face au terrorisme. Bel après-midi à tous sur France Culture.